remercie tout d'abord les organisateurs, le service culturel, la médiathèque, alors non seulement de m'avoir convié à faire cette conférence, mais vous avez vu qu'il y a quand même un certain nombre de conférences qui ont lieu à Pau sur ce thème qui apparemment est plus clivant que je ne le pensais, de 1620. Et du coup, on a convenu qu'en amont de la soirée du mardi 13, où on va parler de géopolitique et où je reviendrai sur cet événement dans une contextualisation générale sur ce qu'était l'Europe en 1620 et comment cet événement doit être lu dans le cadre de ce qui va advenir, c'est-à-dire l'implication de la France durant la guerre de 30 ans et la lutte entre les Bourbons et les Habsbourg. Bon, ça sera le mardi 13, et en attendant, donc, il fallait quand même parler de l'événement en lui-même. Il y a une autre conférence qui est prévue, je crois, le 10, j'ai quand même mon agenda dans la tête, même si j'arrive en retard, qui sera en plus petit comité cette fois-ci, et sur les publications qui ont accompagné donc, à la fois la crise qui a précédé l'événement lui-même et également donc, la période qui a suivi cela. Donc vous voyez qu'on a choisi un titre simple, une accroche un peu basique, ce qui a changé avant, pendant et après la venue de Louis XIII en Béarn. C'est-à-dire que c'est très schématique, mais au fond, l'idée aujourd'hui c'est d'aller un petit peu à l'essentiel. Alors à l'origine, j'étais censé sortir un bouquin, promouvoir un bouquin, mais alors, le bouquin il a pris du plomb dans l'aile à cause du Covid, bien sûr. C'est pas des conditions faciles. En plus, les bibliothèques sont fermées, les archives, n'en parlons pas. Ils n'attendaient que ça. Bon, c'est un peu compliqué pour un historien de travailler. Et puis, c'est pas que ça, c'est aussi la surcharge de travail du coup au lycée, et aussi le fait que j'ai trouvé des choses auxquelles je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que finalement, j'ai découvert. Au début, je me disais, bon, je vais reprendre ce qu'avait fait Tuco Chella, ce qu'a fait également Christian Desplages, je vais réactualiser les problématiques, faire un petit ouvrage synthétique. Voilà. Et puis, en reprenant le travail des autres, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et des points qu'on n'avait pas mis en exergue. Et j'ai fait, je pense, quelques découvertes et qui, du coup, me prennent beaucoup de temps, parce qu'il va falloir, du coup, que j'argumente. Là, je serai dans certains passages sur un terrain nouveau, et tant mieux. Ça veut dire que ça ne sera pas l'occasion simplement de refaire, comme on dit, une ressucée de ce qu'ont fait les autres, mais de proposer peut-être une nouvelle grille de lecture. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu les enjeux. Pourquoi, au fond, cet événement a eu lieu d'un Louis XIII qui vient en Béarn, qui est non pas dans l'usage de la force, mais la démonstration, on va dire, de la force et de la puissance, pour faire enregistrer un certain nombre d'édits, des édits sur la religion catholique, mais surtout un édit d'union qui est censé, au fond, donner une place nouvelle, en tout cas une place particulière, du Béarn et de la Navarre, j'y reviendrai, par rapport à la monarchie française. Donc c'est un peu tout ça que je vais traiter, je vais essayer d'aller au plus bref. Donc on va commencer, histoire d'aller plus vite, je vous ai mis le plan, comme ça moi je pourrais également passer rapidement sur certains points. Donc voilà, il y aura trois parties. Le contexte, c'est la genèse d'une crise politique, ça c'est un peu le avant. Le pendant, c'est la crise béarnaise et ses dimensions théologico-politiques. Et la troisième partie sera consacrée aux conséquences juridiques, politiques et religieuses de l'édit d'union. J'irai très vite sur la troisième, parce que je pense que il y a tellement de choses à dire dans les deux premières que, bon, la conclusion, bon, on le sait, on est en France ici. On est en France, et en même temps, on a une identité béarnaise. C'est ça qu'il fallait traiter, de toute cette construction juridique, et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc, pour ma première partie, sur le contexte général, d'abord, il y a un problème qui ne touche pas que la France, c'est la situation de régence et l'affaiblissement de l'autorité royale, qui est évidemment consécutive à l'assassinat d'Henri IV en 1610. Donc là, effectivement, d'abord, c'est un événement qui constitue un choc considérable, et on peut considérer qu'en 1620, l'opinion publique
est encore sous le coup de ce choc-là. C'est pas l'assassinat lui-même qui affaiblit le roi, au contraire. On peut dire que cette personne aura... je veux dire que Gravaillac a encore plus sacralisé le corps du roi, le corps symbolique du roi. Je ne parle pas celui d'Henri IV, qui est périssable, mais... et du coup, on voit comment toute la propagande monarchiste insiste sur ce corps symbolique qui lui persiste, et quelque part l'État a bien continué, donc ça n'a pas remis en question quand même l'État. Mais effectivement, la première conséquence, c'est la régence. Et toute régence, moment un peu particulier pour la France où les femmes sont écartées du pouvoir, d'habitude, c'est donc la reine-mère qui effectivement exerce l'autorité au nom du fils. Et en même temps, elle a eu du mal à quitter cette fonction de régence, parce que logiquement, effectivement, le roi aurait dû, comment dirais-je, par le lit de majorité qui a été fait en 1614, être pleinement roi à ce moment-là, Louis XIII, donc, alors qu'il a 13 ans, dans sa 14e année. Mais, on le sait, Marie de Médicis s'accroche, et il a fallu déjà un coup d'État. C'est comme ça que plus tard on appellera cet événement, en tout cas un coup de majesté ou un coup d'autorité en 1617 avec l'assassinat de Concini, qui était le favori de la reine, que Louis XIII s'affirme véritablement en tant que roi, ouvrant une période conflictuelle avec sa mère. Donc vous voyez, on n'avait vraiment pas besoin de ça dans le contexte de la régence. Et d'ailleurs, en 1620, juste avant de venir en Béarn, il y a eu une espèce de pseudo-réconciliation, un petit peu à l'instigation de Richelieu. Donc voilà, c'est une affaire qui n'est pas terminée. C'est un roi, Louis XIII, qui a un besoin d'affirmation d'un pouvoir personnel. Il le fait avec lui-même un favori, le duc de Luynes, qui effectivement est présent. Donc la régence, effectivement, c'est le moment où les opportunistes, où les corps constitués, où l'aristocratie remue et cherche non pas à déstabiliser le roi, mais à accaparer effectivement le roi. On l'a connu à d'autres époques et ça a été difficile. Je pourrais rajouter que la réunion des États généraux en 1614 n'a rien résolu, et d'ailleurs les problèmes bernais y ont été exposés. Même si, voilà, comment dirais-je, le tiers-état bernais n'est pas présent, ni même la noblesse. Par contre, effectivement, l'épiscopat bernais, et ainsi que j'allais dire surtout les différents prélats, donc, se saisissent de la question de la situation religieuse du Béarn, où le catholicisme n'a pas été totalement réintégré à sa place. Alors, se pose la question de la Navarre donc, et du Béarn. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'articule. Sous Henri IV, je rappelle qu'on a ce qu'on appelle une union personnelle. Il cumule deux couronnes. C'est un peu le scénario qui s'est passé en Grande-Bretagne, où Jacques VI d'Écosse est finalement monté sur le trône d'Angleterre, donc devenant Jacques Ier. Et du coup se pose ensuite la question, mais comment articuler ces deux royaumes? Donc finalement, et c'est contemporain, Henri IV, on est là sur aussi une dimension européenne. On voit bien que ces États monarchiques sont en train de dépasser les cadres originels, et donc il faut créer des constructions ambitieuses. Alors l'Espagne en a une très ambitieuse, certes l'Empire de Charles Quint n'est plus, mais on a un système polycentrique compliqué, et pour les Français c'est un peu illisible, autour de la famille de Habsbourg, avec à la fois les vrais Autrichiens, ceux qui ont le titre impérial, et en même temps un roi d'Espagne qui aspire aussi à une monarchie universelle, Philippe II puis Philippe III. Donc clairement, c'est une problématique générale. Comment articuler des entités politiques qui autrefois étaient indépendantes, et qui fait que désormais, pour avoir une taille critique, on dirait comme ça aujourd'hui, il faut une certaine envergure et articuler des ensembles plus complexes. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on invente véritablement des montages juridiques. Alors, je vais du coup faire un essai d'Uchronie devant vous, vous voyez,
alors l'Uchronie, c'est quoi? C'est comme l'utopie, si vous voulez. Alors, on n'invente pas un pays lointain, on est dans les possibles, dans l'histoire des possibles. Alors c'est très à la mode, ça a été longtemps interdit aux historiens, donc je vais me lancer là, devant vous. Voilà, la question c'est, et si Ravaillac n'était pas passé rue de la Ferronnerie, et si Henri IV avait continué son règne, que serait-il advenu de cette affaire, de l'articulation à la fois de la France, de la Navarre et du Béarn? Et là, j'ai fait des découvertes troublantes. Alors, tout de suite, on va évacuer une foutaise, si vous voulez, une citation apocryphe d'Henri IV, qui aurait dit que, pour lui, il ne s'agissait pas d'unir le Béarn à la France, mais la France au Béarn. Il ne l'a jamais dite. Je sais qui l'a lancé, ce bobard, cette fake news. C'est dans le contexte de la monarchie de Juillet. C'est un collègue lointain du lycée royal, donc un ancêtre d'Isartel, si vous voulez, dans ce qui est devenu le lycée Ouvertou, Mazure, qui a inventé, pour faire plaisir évidemment à ceux qui liraient cela, une citation, et qui ensuite a connu une fortune. Donc, dans le futur bouquin que j'écrirai, je raconterai comment la rumeur s'est propagée, comment Michelet lui-même, qui était venu à Pau à cette époque, et tout, va récupérer ce truc-là et lui donner une audience extraordinaire, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, bien des Béarnais sont persuadés de ça. Tout ça pour dire que ça repose sur un cliché que le bon roi Henri, lui, gérait le truc, vous voyez, avec une espèce de galéjade, de gasconnade, voilà, et puis Louis XIII vient trancher tout ça, et en quelque sorte, sans l'art ni la manière, aurait imposé un truc aux Béarnais. Alors, ce schéma est quand même un peu battu en brèche, il faut bien le dire, parce que les historiens ont compris que c'est pas Louis XIII l'inventeur de l'absolutisme, que c'est bien Henri IV, on est bien d'accord. Et donc, et Henri IV, voilà, j'ai trouvé des citations qui sont pas gentilles pour les institutions béarnaises. Alors, il les a pas dit devant les Béarnais, parce qu'il est quand même pas fou, mais il les a dit devant les Bourguignons, parce qu'en gros, il leur a dit, mais je vous connais, j'en ai pratiqué des gens comme vous, là. Et alors, il se déchaîne au vitriol, et on sait bien qu'il parle des États de Béarn, etc. En gros, il ne les supportait plus, quoi. Je veux dire, c'est le modèle politique du Béarn, ça lui sortait par les oreilles. Donc au moins, les choses étaient claires. C'était des propos off, mais heureusement, on en a gardé la trace écrite. Et ça, c'est pas des bobards comme ce que Mazure a raconté à propos de l'union de la France au Béarn. Alors c'est un peu compliqué parce que faut bien comprendre que la Navarre et le Béarn, je me suis rendu compte que, enfin vous le savez, plus ou moins, mais, pour le Béarn, mais alors pour la Navarre, c'est pire qu'on ne le ressent. C'est un héritage un peu pourri. Le Béarn, sa souveraineté, c'est de la pacotille. Pierre du Collat-Chalala a bien montré comment cette fiction a fini par prendre un peu corps, selon les époques, et que de toute façon on était bien en France. On n'est pas ailleurs, on est dans le Regnum Francorum, et si à un moment donné les seigneurs de Béarn ont oublié de prêter hommage, bon, c'est une chose, ça arrivait ailleurs, il n'y avait pas de quoi faire forcément une souveraineté. Il a fallu des concours de circonstances multiples et variés, je vous en fais grâce pour ce soir, pour que, oui, cette principauté, avec un vicomte, ce qui est quand même un oxymore, un vicomte, c'est un subalterne de comte. Il y a un traité des dignités qui a été écrit en 1608, me semble-t-il, par Charles Loiseau, qui est un des plus grands juristes de son temps. Dans les dignités médiocres, c'est le terme qu'il utilise, il énumère les barons, les vicomtes, les vidames. Donc, désolé, c'est un titre de... Ah ben ça y est, je me suis mis en pause, donc là je vais devoir faire appel, je n'ai pas le mot de passe, je vais faire appel au personnel pour qu'ils viennent déverrouiller l'ordinateur. Donc un vicomte souverain, ça n'existe pas, c'est stupide. Et d'ailleurs, on disait plus souverain, on disait plus vicomte, on disait un prince, ce qui est effectivement quelque chose de plus vague. La Navarre pose un autre problème. Alors ça pose aucun problème. Alors côté espagnol, on ne veut pas en entendre parler du titre roi de Navarre. Ils estiment que c'est un des titres qui appartient légitimement
à la monarchie ibérique. Alors côté français, il n'y a pas de souci, attends, il faut que je tapote, d'après ce que j'ai compris, pour éviter qu'il retombe en veille. Ah, j'ai le mot de passe, c'est super. Voilà. Par contre, la question qui était très ennuyeuse pour la famille d'Albret, c'est quel est le statut des terres entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. Est-ce que c'est bien la Navarre? Alors j'ai fait une conférence samedi dernier qui a un peu bousculé les Navarrais, mais j'aurais dit, mais non, c'est pas la Navarre commence à la ligne des crêtes. Hein, le royaume de Pampelune, c'est au départ l'évêché de Pampelune, et jamais il a débordé de l'autre côté. Et quand on lit comment dirais-je, le fameux guide du pèlerin de Compostelle qui a été écrit aux alentours de 1139, c'est très clair. Hein, on est chez les Basques, voilà ce qu'il dit, mais les Navarrais, c'est après Roncevaux. Hein, la géographie est très précise là-dessus. Et on ne parle pas du roi de Navarre, hein, évidemment. Et donc c'est une lente pénétration féodale. Hein, en gros, c'est par la domination féodale que les rois de Navarre ont établi une forme d'autorité sur ces territoires qui s'est constituée surtout au XIIIe siècle, au moment où d'ailleurs c'est une dynastie française, champenoise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en tant que roi, ils sont seigneurs médias hein, par rapport au roi de France. On est dans le royaume de France, ils dominent d'autres seigneurs qui ont bien accepté, de bon gré mal gré, leur autorité, mais ce ne sont pas des rois. C'est comme, si vous voulez, le roi d'Angleterre, hein, qui est duc d'Aquitaine et duc de Gascogne. Alors certes, je veux dire, on parle d'eux en tant que rois, mais en réalité, le pouvoir qu'ils exercent sur les Gascons et les Aquitains, c'est un pouvoir de duc. Et c'est bien ça le problème avec le roi de France, qui estime que lui, il a une autorité supérieure, que le Parlement de Paris peut juger effectivement en appel d'un certain nombre de procès, etc. Hein, et finalement, toute cette affaire, qui a commencé bien avant la guerre de 100 ans et qui continue pendant la guerre de 100 ans, c'est ça. Hein, l'autorité du roi d'Angleterre n'est qu'une autorité ducale. Et logiquement, au-dessus de lui, il y a le royaume et un roi. C'est pareil. Et c'est même pire pour le roi de Navarre, parce qu'au moins, les Plantagenets peuvent montrer des titres légitimes. Hein, c'est un mariage, un héritage, etc. Mais les rois de Navarre sont bien incapables de montrer quoi que ce soit. D'accord, qui puisse attester que cette autorité est légitime. Ça s'est fait par un processus de féodalisation. Et ça, la famille d'Albret en a conscience. Avant même le coup terrible de 1512, la conquête, donc, ce qu'on appelle la Haute-Navarre, mais qui est la Navarre tout court, par les rois catholiques, ils avaient déjà commencé à essayer de structurer l'ensemble de leurs terres, et c'est eux qui vont lancer l'idée de principauté, à la fois pour le Béarn et pour ce territoire, et il a fallu transformer ces habitants, d'accord, en Navarrais. Mais sauf qu'ils ne relevaient pas du fort de Navarre, ça a pris un temps fou, et c'est finalement, en 1622, Louis XIII qui comment dirais-je, réussit à mener à bien ce projet, promulgue, après beaucoup de discussions, donc un fort de Navarre qui va s'appliquer et va les transformer en Navarrais. Donc vous voyez que c'est plus la même histoire, hein, c'est plus une annexion là. En clair, ces Navarrais sont devenus, enfin, de la soi-disant passe-Navarre, qui est un thème qui est inventé au XVIe siècle, ces gens-là sont devenus des Navarrais parce que ça servait les intérêts de la famille d'Albret, qui certes avait un titre, mais avait envie que ce titre leur donne réellement un pouvoir monarchique sur ses habitants, alors qu'en définitive, comme on va dire le duché d'Albret, hein, en Gascogne, normalement l'autorité du roi de France était au-dessus. Sauf que ils n'avaient pas eu le temps de l'affirmer, donc, et un peu avec la connivence comment dirais-je, des Valois, qui avaient tout intérêt à ménager la famille d'Albret. Bon, c'est le beau-frère, hein, quand même, Henri de d'Albret, de François Ier. Bon, il a laissé passer les choses. Mais le Parlement de Guyenne ne l'entend pas comme ça, d'accord? Le Parlement de Guyenne, il juge les Souletins, les Labourdins. Pourquoi son autorité ne s'étend pas sur ce truc qu'on vient d'inventer à la fin du XVIe siècle, qui s'appelle Basse-Navarre, qui ne trompe personne, et pas même on va dire, la famille en question. Bref, Henri IV le sait, hein, que son héritage, en dehors d'un titre qui est un peu ironique, de roi de Navarre, hein, Shakespeare va écrire une pièce pleine d'amour perdu qui
aurait eu, voilà, qui a lieu dans ce endroit un peu bizarroïde de la cour de Navarre, hein, on ne sait pas où c'est, mais parce que voilà, il y a un côté avant la lettre de royaume d'opérette, si vous voulez. Et donc, c'est un héritage très contesté dans sa nature et dans sa constitution juridique. Alors, je vais en venir donc au projet d'Henri IV. On va faire de l'Uchronie. C'est quoi son projet? En fait, le projet est tardif. On voit qu'en 1607, effectivement, il y a un édit qui est pris, qui réunit l'ensemble de ces domaines à la couronne, sauf, effectivement, le Béarn, la Navarre, et aussi l'enclave du Donezan, qui est aussi dans les Pyrénées. Donc, il a une idée derrière la tête, quand même. Il n'était pas obligé de le laisser de côté. Il a une idée derrière la tête. Les choses se précisent, effectivement, en 1608. Elle se précise pourquoi, hein? Parce que, tout simplement, il y a la naissance de Gaston d'Orléans, enfin, donc c'est un fils cadet, en réalité c'est le troisième, hein. Il y en a un intermédiaire entre Louis et Gaston, on ne sait même pas comment il se prénomme, visiblement mal formé, qui décédera peu de temps après, dont j'en parle pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce prénom. Alors évidemment, les historiens l'ont débattu, c'est évidemment un prénom qui est lié au Béarn, etc. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas un prénom de la famille d'Albret. D'accord? C'est un prénom qui remonte beaucoup plus loin. C'est vraiment les Foix-Béarn. Oui, c'est pas une tradition familiale en réalité. Donc pourquoi il est allé chercher si haut un prénom qui n'est pas du tout à la mode, hein? Bon, autant Henri, oui. Louis, c'était pas trop à la mode non plus, et ça le redeviendra. Alors, en fait, il faut faire le parallélisme avec Louis. Pourquoi il a choisi Louis? En fait, c'est un message politique. Tout est politique chez Henri IV. Louis, c'est évidemment une référence à Saint-Louis, qui est le souverain à partir duquel les Bourbons peuvent prétendre arriver sur le trône. D'accord? Donc, c'est établir une forme de continuité. Hein, Et en même temps, un roi saint, reconnu par l'Église catholique, bon, Henri IV en avait besoin pour effacer un peu les errances spirituelles qui avaient été les siennes. Hein. Donc, et aussi, il a un côté quand même un peu réac, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il veut vraiment revenir. Alors, non seulement c'est lui qui établit vraiment cette loi salique, hein, qui est pour lui constitutif de sa légitimité, mais aussi une monarchie sacrée, une monarchie voilà, où le roi est à la tête de ses troupes. Il a un côté un peu vintage, hein, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à Henri III, qui est un roi sophistiqué, etc. Enfin, bon, pas le dessin, hein, et comment la Ligue ensuite a détourné ça contre lui. Donc voilà, il y a un côté masculinité revendiquée et retour un peu aux sources. Hein, et pour lui, d'ailleurs, la naissance de sa progéniture est une grande nouvelle, parce que cette affaire-là a mal fini avec les Valois. C'est-à-dire, au fond, cette stérilité aussi était la preuve d'une forme de décadence morale, hein, de la famille des Valois. Donc, que lui, enfin, il y ait non seulement un dauphin ou autre, c'était le signe du renouveau. Et c'est pas pour rien si, donc, du coup, voilà, le dauphin est célébré avec une place, etc. Bon. Revenons-en à Gaston. Gaston, c'est la même chose. Alors, c'est pas Gaston Phébus, qui est tombé dans les oubliettes à cette époque-là. C'est le dernier des Gaston, Gaston IV, 2 fois Béarn, et son fils, qui n'a pas régné, il est mort précocement, Gaston de Viane. Le titre de prince de Viane, c'est le titre de celui qui monte sur le trône en Navarre. Et en fait, voilà, c'est bien l'idée que là, on va remonter la continuité à ceux qui ont assuré le lien entre l'entité Foix-Béarn et la Navarre. C'est Gaston IV qui avait négocié le mariage, et Gaston de Viane étant le premier, enfin celui qui était appelé ensuite à prendre le trône. Deuxième indice de ce que je vous raconte, alors c'est très drôle ça, il a demandé à Ruggieri, qui était l'astrologue officiel, de faire l'analyse astrologique, hein, le thème général pour la vie de Gaston. Alors ça a été publié par Georges Dedan, qui rigole en disant mais tout ce qu'il avait prévu ne s'est pas passé. Donc Ruggieri, ça n'a pas marché. Alors pour sa défense, on ne lui a pas donné la bonne date, alors peut-être que bon voilà.
Par contre, les traits de caractère, oui, c'est un peu troublant. Mais bon, vous savez, les astrologues, je ne veux pas ici décrier cette profession, mais des fois, ils donnent à entendre ce que on veut bien, voilà, ce que le client recherche. Hein, donc, voilà, c'est erroné, vous voyez, j'arrive pas. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi. Donc, moralité, on va y arriver. Bon, c'est foutu. Moralité, Ruggieri dit, voilà, il sera roi dans un pays voisin. C'est quand même étonnant. Et donc là, je pense qu'il répond un peu à une commande d'Henri IV. Et alors on a d'autres indices qui viennent de Malherbe, hein, qui est le poète de cour, voilà. Didier Malherbe, dans sa correspondance, donne à 2 reprises cette idée que Henri IV a des projets, hein, pour Gaston, donc il l'appelle le prince d'Anjou, mais peu importe, c'est bien Gaston, par rapport à la Navarre. Ça, c'est un témoignage de 1609, hein, vous voyez, c'est très tôt. Henri IV aurait dit, bon, je voudrais bien le faire prince de Navarre, mais ça chipotait avec son frère. Mais ça veut dire qu'il avait envie, hein, d'accord. Alors, à mon avis, c'est pas prince de Navarre, mais c'est prince de Viane, hein, en l'occurrence. À Paris, on ne connaissait pas toutes les subtilités des titulatures. Donc, oui, il a un projet qui passe par 2 choses. À la fois une redistribution des cartes au niveau européen, et ça y est, hein, on passe de la guerre froide à la guerre tout court. Hein, en 1609, il y a la crise de succession du duché de Clèves, et qui sert de prétexte, hein, finalement, à Henri IV pour déclencher une guerre ouverte, cette fois-ci avec les Habsbourg. Donc il compte là-dessus, hein, il veut cette guerre, et en même temps, depuis la naissance du dauphin, et surtout de Gaston, il y a déjà des tractations avec la cour d'Espagne pour faire des mariages avec des infantes, d'accord? Donc c'est l'un plus l'autre, hein, c'est négocier en position de force, et moi, l'hypothèse que je fais, l'idée, c'est d'établir Gaston à la tête d'une couronne de Navarre réunifiée qui contiendrait le Béarn plus toute la Navarre, mariée avec une infante dont la dot serait la vraie Navarre, hein, autour de Pampelune. Et donc résoudre à la fois militairement et diplomatiquement la chose, et créer un état tampon qui sera un peu analogue, si vous voulez, ce qu'il y a dans les Alpes, hein, c'est-à-dire duché de Savoie et Piémont, hein, qui vont constituer une sorte de royaume tampon charnière, qui peut être un allié, etc., et important dans une question d'équilibre européen. Donc c'est tout ça, hein, qui est en train de se passer, et en Béarn et en Navarre, il y a des gens qui disent « vas-y Henri, vas-y », au moment où ça y est, on mobilise. Hein, il y a Pierre de l'Hostal qui sort l'avant victorieux au début de l'année 1610, et lui imagine déjà, dans cette espèce de poésie, voilà, Henri IV à la tête des armées, fondre sur Pampelune pour bouter l'Espagnol hors de la Navarre. Voilà. Bon, ça c'est. Alors, on va mettre un bémol. C'est peut-être un objectif sur du long terme, mais ce n'est pas un objectif stratégique. Henri IV, il va vers les flancs. Hein. Mais il y a une armée, effectivement, qui est là pour protéger le sud-ouest de la France, parce qu'on risque d'avoir une attaque du côté espagnol. Donc Henri IV ne voulait pas unir le Béarn et la Navarre et la France. Il rêvait, hein, d'un système un peu tampon, et qui aurait permis de caser. Hein. Donc on a souvent dit que Henri IV avait définitivement rompu avec le mirage navarrais. Pas du tout. Il sent bien que la page de l'Espagne et des Habsbourg était en train de se tourner, et lui compte bien accélérer le processus, et qu'avec tout un système d'alliance ou autre, il peut peut-être récupérer, hein, ce patrimoine familial sur lequel il est bien persuadé d'avoir les droits. Et en même temps, il faut trouver un compromis avec la monarchie espagnole. Alors ça m'amène donc à l'autre partie sur donc, la crise béarnaise et ses enjeux. Alors, c'est une crise théologico-politique. C'est un peu compliqué, je vais passer un peu sur le concept lui-même du théologico-politique. C'est qu'en fait, quand vous avez une religion ou des options théologiques, eh bien, c'est pas simplement par rapport à la manière de concevoir la relation avec Dieu, ça a forcément une incidence et des conséquences pratiques en matière de politique, de conception du pouvoir. Hein. Ça, c'est Carl Schmitt qui avait inventé ce concept-là, qui est très à la mode.
et qui permet de bien comprendre l'articulation complexe qu'il y a entre les questions religieuses et politiques. Or, de ce point de vue-là, je n'en avais pas dit jusqu'ici, mais le Béarn a quand même une situation particulière. Henri IV a hérité d'une principauté protestante. La réforme protestante n'a pas marché en Navarre parce que la Navarre, si vous voulez, elle est sous-développée. Il n'y a pas de bourgeoisie, certes il y a du pastoralisme, mais rien à voir avec le pastoralisme mettons, de la vallée d'Ossau, ça serait un peu une multinationale, si vous voulez. Et du coup, vous avez de l'industrie lainière qui se développe au XVIe siècle à Oloron, à Naï. Donc, qui dit ça, ça veut dire une bourgeoisie marchande qui peut acheter des fiefs, en Béarn, pas de souci, ils peuvent devenir nobles, dont les enfants ensuite font des études. Bref, c'est la strate sociale sur laquelle la réforme protestante peut, on va dire, prospérer. Et du coup, on n'a pas du tout cette élite-là en Navarre, qui est restée un peu hermétique, malgré les efforts de Jean d'Albret, qui avait fait faire des traductions, etc., qui espérait bien évangéliser aussi les Navarrais dans leur langue basque. Mais ça n'a pas si bien marché. Même la Soule, si vous voulez, qui ne fait pas partie du système, a été plus favorable à la réforme venue du Béarn. Vous voyez le paradoxe. Les Soulteurs sont plus touchés par la réforme que leurs voisins basques de la Basse-Navarre, qui sociologiquement ne correspondent pas du tout au truc. Bref, la situation est complexe, parce que à partir de 93, le fait d'abjurer, de passer définitivement au catholicisme, va provoquer une érosion, si vous voulez, de cet État protestant. Bon, ça, je l'ai déjà étudié dans un ouvrage passé, donc je ne vais pas recommencer ma démonstration. Je vous envoie à sa lecture ou sa relecture. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait un processus de confessionnalisation, si vous voulez. Jeanne d'Albret, d'abord, elle n'était pas si calviniste que ça du point de vue fonctionnel. C'est un mélange comment dirais-je, théologiquement de calvinisme, mais au niveau organisationnel, on serait peut-être presque plus proche, par certains aspects, de l'anglicanisme, où finalement le souverain est à la tête de la religion d'État. Donc c'est une manière, évidemment, de renforcer cette identité. Vous rajoutez là, effectivement, le béarnais, qui était déjà une langue à la fois administrative et comment dirais-je, une langue également culturelle, littéraire. Le béarnais devient pleinement aussi une langue liturgique cette fois-ci, donc c'est une manière de créer de l'identité. Et finalement, il faut être très clair, le Béarn n'est protestant que dans son frange supérieure. C'est-à-dire, au fond, cette élite à la fois administrative, sociale et nobiliaire, très présente au sein du Conseil souverain, dont on a chassé les catholiques, de toute façon, au moment de la proscription. C'est eux qui cadenassent. Ils sont tous liés, évidemment, par des mariages aussi. Mais par contre, le peuple, finalement, n'a pas très rapidement passé à nouveau au catholicisme. Or, Henri IV il est allé doucement, par l'édit de Fontainebleau en 1599. Alors, il était un peu contraint parce que dans le cadre de son abjuration, il avait promis de rétablir le catholicisme, il rétablit surtout les deux évêques, quelques lieux de culte, mais se posaient des problèmes de fond. Les dîmes. Les dîmes n'étaient plus contrôlées par l'Église catholique. On le sait, il y a les abbés laïcs, dont certains étaient des protestants. Il n'était pas question pour eux, ils gardaient la dîme pour eux, comment dirais-je, d'installer un curé là-dessus, surtout qu'on a une période de crise. Donc on était bien content de saisir ces biens. Et même chose pour les biens ecclésiastiques qui avaient été saisis, tous les biens des monastères, et revendus. Alors les églises, elles, sont devenues pour beaucoup des temples, mais toutes les propriétés ont été vendues. Donc effectivement, l'église n'a plus de biens. Toutes les propriétés. Et vendues à qui? À ceux qui avaient déjà de l'argent, je vous rassure. Donc les mêmes qui sont protestants. Vous voyez, donc la boucle est bouclée. Avec le projet autour de Gaston, il fallait accélérer la catholicisation. C'est pas par hasard si c'est précisément en 1608, au moment de la naissance de Gaston, où émerge ce projet de résurrection du royaume de Navarre et d'une couronne de Navarre intégrant le Béarn, qu'il décide de laisser aller les jésuites, les barnabites en Béarn. Donc c'est en fait la déstabilisation religieuse, c'est Henri IV qui l'a lancé à ce moment-là, parce qu'il ne fallait pas
que dans les négociations, le roi d'Espagne invoque le fait que le Béarn soit infecté, hein, je voudrais dire, de protestantisme, donc il fallait recatholiciser, et en même temps, je vous le dis, à 90%, les gens étaient progressivement revenus. D'ailleurs, c'est même Jean-Paul de Lesquen lui-même qui en fait la remarque. Alors ça, j'ouvre une petite parenthèse, parce que à l'occasion de mes recherches, j'ai relu les pages de Michelet sur l'édit d'union. Ma première réaction, ça a été de me dire « Oh là là là, c'est très 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 mauvais. Mais c'est complètement faux, c'est catastrophique, il n'y a vraiment rien à utiliser, tout est pourri. » Et puis après, je me suis dit « Mais non, c'est intéressant, parce que ça permet d'étudier Michelet lui-même, son époque, et justement, hein, toute cette époque où on invente une mythologie autour d'Henri IV et de l'identité béarnaise. Et vraiment, c'était très intéressant de le lire voilà, en tant que vision idéologique. Et ce que dit Michelet, alors il donne des statistiques, je ne sais pas d'où il les sort, hein, comme quoi, en gros, lui, c'est le peuple protestant. Parce que, évidemment, le peuple, chez Michelet, c'est quelque chose, et pour lui, le peuple, c'est contre l'Église. Et donc, pour lui, ce peuple béarnais avait réussi à se libérer du joug de Rome, et donc, ça y est, c'était un peuple conscient, c'était, voilà, une sorte d'avant-garde éclairée je ne vais pas dire du prolétariat, mais du peuple, vous avez bien compris. Donc, c'est faux. Hein, et lui, il dit que c'est le contraire, qu'il y avait 90% de protestants et que le roi a ainsi été extrêmement dur. Pas du tout. C'est haut de gamme, le protestantisme. D'accord. Et Lesquen, qui est l'un des leaders, il laissera la peau hein, après 1620. Lesquen le dit lui-même. Tous les gens de bien, hein, ils sont protestants, ils sont calvinistes. Il n'y a que les gens de peu. Et puis, de toute façon, ces gens-là, ils sont indifférents en matière religieuse. Ils en changent comme de chemise. Donc il y a une posture quand même très élitiste hein, et assumée. Il met ça par écrit dans un bouquin, donc c'est pour lui titre de gloire. Donc toute l'analyse de Michelet est absolument fausse. Hein. Le protestantisme populaire n'existe pas. Ou alors il est marginal, et souvent parce que ce sont des gens qui dépendent on va dire, de potentats locaux qui, eux, sont protestants. Bref, c'est une caractéristique hein, un peu particulière de voir ainsi que c'est une sorte d'élite hein, qui est incrustée en quelque sorte dans les institutions et qui refuse donc le rétablissement du culte et de se défaire de propriétés qu'ils avaient achetées. Hein, on va être très clair aussi, hein, ils avaient accumulé, sans doute bon marché, pas mal de capitaux. Donc c'est ce qu'on appelle l'édit de main levée, hein, que Louis XIII va prendre en 1616, qui consacrait hein, la possibilité à l'Église de reprendre son patrimoine. Quand je dis reprendre, c'est en fait la faculté d'acheter, de réacheter, parce qu'il faut indemniser hein, les propriétaires, et l'État, vous le connaissez, quelles que soient les époques, l'État ne veut pas rembourser ce qui a servi à remplir ses caisses. Donc, en clair, c'est le fait que les propriétaires ne pourront pas dire non à une proposition d'indemnisation de l'Église à hauteur de la valeur d'acquisition du bien. Alors, à l'époque où le droit de propriété, si vous voulez, il n'est pas absolu. Hein, donc, il y a une quantité de formules où on peut racheter. Hein, c'est bien, ce qui est une forme de prêt déguisé, d'ailleurs. Donc, en clair, l'Église, il va falloir qu'elle passe à la caisse. Hein, je veux dire, c'est pas une fleur. Hein, L'Église va devoir racheter la position, alors qu'elle avait pu obtenir au cours des siècles grâce aux dons hein, des Béarnais, mais il va falloir racheter ce qu'on lui avait donné. Hein, en gros, c'est ça. Donc, c'est pas simple, quand même, cette affaire-là. Et alors, évidemment, ils se saisissent de ça pour déclencher une crise. Et là, j'ai démontré dans mon livre, et aussi, c'est un passage de ma thèse, hein, que dans ce contexte-là, il y a quand même une forme d'imprudence politique, hein, ou de non-clairvoyance hein, de la part de ces juristes béarnais, je tape avant que ça se mette en vrai, c'est de relancer les théories monarchomaques des protestants, hein, du contractualisme, etc. C'est une relecture des institutions béarnaises, hein, du double serment que prêtent les vicomtes aux États, serment du souverain, on va l'appeler comme ça, on va être gentil, de respecter l'effort, et en retour, le serment de fidélité des fidèles. Et surtout le serment d'être un bon roi ou d'un bon prince, de gouverner, voilà. Et l'idée, hein, c'est au fond ce que Henri II avait pourtant censuré dans la nouvelle mouture du fort au XVIe siècle, qu'à une certaine époque,
les Béarnais se gouvernaient par république, et que, successivement, ils avaient choisi des chevaliers qui se sont révélés être infects, des tyrans, et qu'on les a tués. Et que finalement, vous savez, là, le nourrisson aux mains ouvertes, etc. C'est une légende qui est inventée au XVe siècle, dans le contexte d'affaiblissement de la vicomté. Tout ça, c'est effectivement pour justifier la prise d'importance des États face à une vicomté qui s'était affaiblie. Et donc, ces idées monarchomaques qui étaient défendues par les protestants, par des gens comme Duplessis-Mornay, Théodore de Bèze, etc., ressurgissent autour des institutions béarnaises. Et ça, c'était extrêmement dangereux. Même Duplessis-Mornay, qui vit à cette époque-là, disait « Mais non, arrêtez, arrêtez ». On était dans l'absolutisme, en réalité. Donc l'idée qu'on pouvait choisir son roi, qu'on pouvait le déposer, qu'il fallait d'abord qu'il y avait un contrat qui liait, qui fait que le peuple était en fait... alors le peuple, bien entendu, c'est comment dirais-je, la seigneur sparse pour Jean-Paul de Lescot, c'est-à-dire lui et ses copains, c'est pas le peuple béarnais qui est déjà catholique. Donc cette idée-là n'était pas du tout de saison. Et en plus, ça a mis le feu aux poudres et de l'agitation dans le reste des églises protestantes en France. Donc une situation extrêmement dangereuse. Et voilà pourquoi on se décide à faire cette expédition du Béarn pour enregistrer ces édits. Donc c'est le 7 juillet qu'on décide cette chevauchée. Le roi n'est pas à la tête d'une armée formidable, quelques centaines de personnes, plus après, on va dire, un contingent en tout, on va dire, grand maximum 5000 hommes. C'est pas une armée si puissante que cela. Donc voilà, progressivement il descend, et au fur et à mesure, il y a des délégations qui viennent, il y a toute une discussion, on essaie d'éviter le pire, évidemment. Le 14 octobre, il est à Arzac, Arzac c'est en France, et le 15, le roi rentre à Pau. Et là, c'est le refus, si vous voulez, du dialogue, il refuse une entrée royale, c'est assez froid comme contact. Et donc le lendemain, le 16, le gros de l'armée qui était conduit par Bassompierre arrive aussi à Pau. Le 17 octobre, donc, sont pris les différents édits. Comment dirais-je, et il y a, comment dirais-je, aussi un déplacement pendant ce temps-là du roi à Navarinx pour récupérer les clés de ce qui est la principale place forte du Béarn et de la Navarre, la seule enceinte pouvant tenir tête à une armée importante. Et d'ailleurs, on lui donne le gouverneur qui s'appelle de Gachissan, qui est le baron de Gabaston, qui est un petit peu âgé, qui est un huguenot, lui remet les clés, lui remet le trésor royal qui était conservé là dans ce contexte un peu de tension. Il est congédié mais honorablement avec une pension, etc., parce qu'il n'y a pas eu de guerre, et il est remplacé par de Bailins, qui est un catholique, qui est le baron de Poyane. Il y aurait eu quand même s'il n'y a pas eu de bataille, de débordement de la soldatesque. Les soldats français se sont sentis un peu en pays conquis, et Jean-Paul de Lescun a recueilli tous les incidents, ici ou là. Il raconte que les femmes de pasteurs, parfois, ont subi des violences et même des viols. Voilà. Bon. Il y a eu quand même des violences, qui ne sont pas des violences ordonnées par le roi, mais, j'allais dire, les habituels débordements d'une armée arrivant en pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un cérémonial ensuite à Pau, de réconciliation au retour du roi. Un cérémonial qui donc n'était pas une entrée royale, mais donc le fait d'organiser une procession autour de l'hostie consacrée. Et là, on est vraiment dans le rétablissement du catholicisme. Cette procession autour du Saint-Sacrement était une manière de faire aussi de la pédagogie. Le roi a refusé qu'on lui mette un dé pour
symboliquement marquer sa prééminence et le protéger d'une certaine manière, mais enfin surtout marquer sa position. Et il a demandé à ce que le thé royal soit mis au-dessus du calice contenant les hosties consacrées. Évidemment, c'est une manière de dire que la présence réelle du Christ, vous voyez, on est vraiment dans la pédagogie théologico-politique, mérite autant de vénération que le roi, si ce n'est plus, et que le roi lui-même dépend en quelque sorte de ce qui se passe dans ce... au moment de la consécration de l'hostie. Alors, évidemment, c'était la veille de cette prophétie, il y a eu une réunion des États de Béarn, et là, il y a eu des discours. Louis de Colomb, un protestant, a fait un peu de la provoque, il a fait un éloge d'Henri IV, sans parler du roi. Mais ce qui a eu lieu est essentiel, c'est une prestation de l'hommage, du serment royal, de conserver les forts et d'être leur souverain. Alors on a gommé, on a changé la formule, donc c'est pas bon souverain, c'est d'être leur souverain, vous voyez, il y a plus qu'une nuance. Et en retour, il a reçu l'hommage de ses sujets béarnais. Et après, donc, il y a eu la cérémonie de réconciliation, et le mercredi 21, le roi est reparti. Alors certes, il y a eu encore quelques soubresauts, Jean-Paul de Lesquen a voulu propager l'agitation, il va être fait prisonnier, et lui va payer, c'est un peu la victime expiatoire pour tout le monde, il sera jugé pour criminel de lèse-majesté, et sa tête sera ensuite mise à Bordeaux en direction de la porte de Royan, c'est-à-dire en direction de La Rochelle. Et le prochain épisode, évidemment, c'était La Rochelle. On le sait, après il y a une déstabilisation. Alors les conséquences, très rapidement, ça sera plus une conclusion qu'une vraie troisième partie. L'édit d'Union le dit, c'est vraiment une manière d'appliquer la loi salique en Béarn. Éviter que, pour des raisons de différence, puisque en Navarre, une reine peut régner, la Navarre et le Béarn m'échappent à nouveau. Et surtout qu'il y a eu ces fameux mariages croisés avec la monarchie espagnole. Donc, pour le coup, Louis XIII mettra un certain temps pour avoir un dauphin, on va dire des choses comme ça. Sa santé est chancelante, voilà. Gaston est là, du coup il est un peu frustré, le Gaston. Il est de tous les coups fourrés, on le sait. C'est un comploteur, du coup il y a une sorte de légende noire, mais on peut le comprendre. On lui promettait, son papa lui avait prometté presque une couronne, et il a été squeezé, son frère il a tout raflé la mise. Donc vous voyez qu'on peut relire, une petite découverte permet de relire un peu les relations complexes entre les deux frères. Donc c'est avant tout ça, la vraie motivation. Avec une ambiguïté, alors c'est à la fois on unit, on dit qu'il faut faire partie d'une même nation, alors c'est pas au sens la nation de 1789, ça veut dire que malgré tout les Béarnais seront considérés comme des Français, des naturels de France, tout en étant à part, tout en étant des Béarnais, puisque ayant un fort spécifique qui leur donne en plus des privilèges. Donc c'est génial, les Béarnais vont pouvoir jouer sur les deux tableaux. Donc ça on ne le dit pas aujourd'hui. C'est important, pourquoi? Parce que parce que les Béarnais se marient quand même à l'extérieur, et notamment la noblesse, etc. Mais quand, normalement, il y a eu la loi de naturalité au XVIe siècle, ça posait des problèmes. Normalement, c'est le roi de France qui hérite de l'ensemble des biens des étrangers. Alors, si les Béarnais ne sont pas français et sont des étrangers, c'est qu'on prend tous leurs biens en France. Et alors, évidemment, les Béarnais demandaient des lettres de naturalité. Donc vous voyez, c'était ingérable ce truc. C'était ingérable. Parce que les aristocrates les plus importants, bien sûr, qui sont mariés à la famille d'Andoin, elle a des biens à Jetmont, d'accord, et ils se marient avec les Gramont. Enfin, on a une autre échelle de cumul. C'est fini le temps où le seigneur, c'est un seigneur de village. Ceux-là, ils croupissent, si vous voulez. Donc, ça résout beaucoup de problèmes. Cette notion à la fois de naturalité française, mais en même temps, ils sont bernés. Ils ont leurs États, ils ont leurs forts. Même chose pour les Navarrais. Alors, ce qu'on a mis en commun, c'est la fusion des deux conseils souverains dans un parlement. On a
repris l'appellation française. Parlement de Navarre, c'est en Pau, donc on fait plaisir aux uns, et en même temps, Navarre, c'est quand même le titre, oui, c'est une monarchie, c'est quand même mieux que Béarn. Et ce Parlement de Navarre, c'est en Pau, finalement, sera l'instance judiciaire, alors surdimensionnée par rapport au territoire et à la population concernée, qui protégera cette entité politique particulière. Et du coup, en réalité, on est bien sur deux couronnes. Et d'ailleurs, le titre de Louis XIII, et je terminerai là-dessus, c'est roi de France et de Navarre, comme son père. Donc il garde ce titre de Navarre parce que c'est une forme de revendication. Mais du coup, il inclut le Béarn, si vous suivez mon raisonnement. Et ça, c'est pas conforme à la tradition française. Si vous voulez, là, il y a une différence idéologique fondamentale qui est un peu programmatique entre la monarchie espagnole et la monarchie française. Le roi d'Espagne, et ça fait ricaner les juristes du XVIe, XVIIe siècle en France, sa titulature, si vous voulez, a fait une demi-page. Encore, je suis modeste. Et ça se termine par « etc. ». Et les rois de Castille, d'Aragon, mais après on énumère des trucs improbables, des villes, des trucs qu'on ne sait même pas où c'est, si vous voulez. Alors pour les Français, c'est de briques et de broc. Et puis on termine par etc. parce que c'est la monarchie universelle, évidemment. Donc, le roi de France, il est roi de France, point barre. Même quand il réussit à prendre des territoires qui se voulaient en souveraineté, c'est le cas du duché de Bretagne, il n'a pas rajouté duc de Bretagne, c'est la France. Le comté de Provence, c'est en dehors des frontières, des quatre fleuves, là, du Regnum Francorum. Donc, on aurait pu penser que c'est à l'extérieur de la France jurassique, pas du tout. Il ne rajoute pas comte de Provence, c'est roi de France. Les Provençaux sont peut-être des Provençaux, ils ont leur spécificité, mais ils deviennent français. Ils deviennent français pourquoi? Parce qu'ils dépendent du roi de France. Donc, en fait, il y a un côté, si vous voulez, assimilationniste en France. La monarchie française, voilà, et il y a cette idée, cette utopie, de cette manière, cette promesse que tous ces sujets, quel que soit leur ordre d'arrivée, si vous voulez, dans l'autorité, au sein de l'autorité directe du roi, ils sont à égalité. C'est l'ancêtre de la nation française. Si vous voulez, cette notion d'une nation une et indivisible que va proclamer la Révolution, comme étant même supérieure au roi, elle est déjà en gestation chez les Capétiens, dans cette idée. Alors, parce qu'au départ, c'était Rex Francorum, le roi des Francs, ou le roi des Français. Et après, petit à petit, à partir de Philippe Auguste, de temps en temps, on utilise le terme Rex Franciae, donc ça devient un peu géographique, mais en même temps, on voit bien que la définition de qu'est-ce que la France ou qu'est-ce que les Français, ce sont des gens qui dépendent du roi de France. C'est tout. Donc là, je dirais, c'est, vous voyez, j'ai fait un jeu de mots, c'est une exception à l'exception française. D'accord? L'exception française, c'est ça. C'est l'idée que la France incorpore progressivement, et ça devient la France. On en fait des Français. Voilà, ils deviennent Français, ce qui anticipe à la fois ce que sera la grande nation, qui aussi se permettra d'intégrer des Italiens, des Allemands, qui rentreront dans la grande nation. Voilà, et sans parler du droit de nationalité sous la troisième, où il suffit d'être né en France, même de parents étrangers, on est français automatiquement. Donc vous voyez qu'il y a là une espèce de fil conducteur extraordinaire. Et quelque part, c'est cette idéologie qui fait vraiment, qui est constitutive de l'exception française. Et là, on a fait une exception à l'exception, un peu comme pour le... voilà, c'est un peu un Royaume-Uni, si vous voulez. Il est roi de France et de Navarre, alors sauf que, vous voyez, on disait... François Ier disait de son beau-frère Henri II, bon, qu'il était comme un pou entre deux singes. Alors là, c'est le singe et le pou. Il y a quand même une disproportion. C'est pas... même l'Angleterre par rapport à l'Écosse, c'est un peu plus équilibré, même si c'est déséquilibré. Donc c'est un peu boiteux. Il y a eu des tensions, bien sûr qu'il y a des tensions. Et en même temps, on voit bien que sociologiquement, économiquement, voilà, le Béarn n'a pas les moyens d'une indépendance. Le terme, d'ailleurs, qui serait totalement anachronique. Bon, bref, le Béarn est pleinement dans la mouvance, il a toujours été dans la mouvance du Royaume de France, mais en même temps, il obtient en 1620 la reconnaissance d'une situation spécifique avec la Navarre, qui est un bobard inventé au XVIe siècle, parce que la vraie Navarre, on l'a perdue, malheureusement, et malgré la tentative d'Henri IV, elle n'aura pas lieu, la guerre de Troie n'aura pas lieu, donc on ne récupérera pas toute la Navarre.
Donc, finalement, je terminerai là-dessus, vous voyez que 1620, c'est pas, comme des fois on le lit, l'annexion de Berne à la France. C'est la reconnaissance d'une souveraineté qui était pour le moins très douteuse, sur le plan juridique, politique, historique, tout ce que vous voulez, par l'autorité monarchique et du coup par l'ensemble de l'administration française, et qui fait qu'on pourra, à partir de cette époque-là, et être bernais ou navarrais, et en même temps français. Ce que nous sommes un petit peu tous aujourd'hui. Je vous remercie.